nous avons à rebâtir notre projet pour qu'il y ait les bonnes réponses, la bonne organisation collective et aussi le sens qui permet de répondre à ces défis. Alors, je veux maintenant répondre très concrètement aux interpellations qui ont été les vôtres. Vous m'avez, Président, d'abord interpellé sur une nouvelle étape de la décentralisation, votre volonté d'aller vers plus de différenciation et, au fond, une capacité à expérimenter. D'abord, c'est exactement l'esprit dans lequel j'ai souhaité depuis 2 ans, presque 2 ans, travailler, et dans lequel, tout particulièrement en Bretagne, nous avons avancé. En juin 2018, j'ai prononcé à Quimper un discours où j'ai proposé la première illustration de ce pacte girondin auquel je m'étais engagé, la possibilité de bâtir avec la région et l'ensemble des territoires concernés un projet d'adaptation, d'expérimentation, d'innovation publique sur les sujets de mobilité, de culture, d'éducation, et j'en passe. Il a été signé par le Premier ministre avec le président de la région en février dernier. Et c'est une avancée dont il ne faut négliger aucun des aspects. Je ne voudrais pas, en quelque sorte, que gâteau avalé n'ait plus de saveur. Sur cette matière, il faut voir tout ce qu'on a fait et, au fond, en quoi l'expérience bretonne est au cœur de ce que vous demandez aujourd'hui. Simplement, maintenant, il faut faire. Il ne faut pas toujours vouloir changer de cadre. Il faut qu'on avance sur cette ligne. Sur la mobilité, j'ai bien pris les interpellations sur la N164 qu'on connaît tous. Pour la première fois, des engagements ont été pris clairs. Ils sont tenus. Et à ce stade, les choses avancent au rythme où je m'étais engagé. Et je peux vous dire que j'y serai extrêmement vigilant. Je sais tous les débats qu'il y a eu. Parfois, il y a eu des résistances. On le sait bien. On les a vaincus pour avoir des résultats, y compris sur ce qui paraissait le plus inattendu. Maintenant, nous allons faire sur cette ligne, dans cet esprit de différenciation et de pacte breton. Ensuite, moi, je souhaite qu'on aille plus loin, et c'est la réponse à la fois à votre introduction et votre conclusion, et qu'on puisse modifier notre Constitution pour aller dans votre sens, c'est-à-dire y introduire un droit à la différenciation et à l'expérimentation. Aujourd'hui, ce qui nous bloque parfois sur ce sujet, c'est le fait que quand on expérimente quelque chose, ça a vocation tout de suite à être généralisé France entière. Et il y a en quelque sorte un conflit entre le principe d'égalité auquel nous sommes tous et tous attachés et la possibilité de se différencier, d'innover, d'essayer. Il faut qu'on libère ces capacités à innover, et un texte a été trouvé, d'ailleurs, dans les propositions qui ont été discutées entre le gouvernement et le Parlement. Et donc, je souhaite qu'on puisse mener à bien cette réforme constitutionnelle qui permettra d'aller dans ce sens. Et puis, il y a la décentralisation. Alors, j'ai entendu, et au fond, si je devais résumer ma compréhension, beaucoup de maires disent qu'on n'a pas besoin de compétences nouvelles, ce qui est vrai, puisqu'il y a une clause de compétence générale pour les maires. Mais il y a la question, pour beaucoup de compétences de l'État, de savoir à quel niveau elles sont le mieux exercées et est-ce qu'il faut décentraliser à nouveau, comme ça a été fait pour plusieurs politiques ces dernières années. Et là aussi, à avoir beaucoup écouté, regardé et vécu depuis 2 ans, je pense que sur ce sujet, nous sommes dans un malentendu complet. Permettez-moi de vous le dire, complet. Il y a des politiques et des sujets qu'on a vraiment décentralisés. Et parfois en partageant à peu près, je trouve, bien les choses. Je crois que ça marche mieux que ça ne marchait maintenant qu'on a confié le collège au département, le lycée à la région. On garde l'unité pédagogique au niveau national. On sait les compétences des collectivités. Elles ont d'ailleurs réinvesti ce sujet et ça marche mieux s'il y a eu des investissements qui n'étaient pas faits quand c'était resté dans le giron de l'État. C'est clair, on comprend. Il y a ensuite des compétences qu'on a décentralisées, sans décentraliser la responsabilité et le financement qui va avec. Je vais prendre un exemple, le social. Le social, on a dit, c'est les départements, il y a 15 ans. Certes, mais les départements ont aujourd'hui à gérer une dépense sur laquelle ils ne sont pas décisionnaires. Pas le département qui a sa propre politique de RSA ou de handicap ou d'autonomie. Et donc, en créant des inégalités, parce qu'à côté de ça, quand les gens ont à se plaindre de la politique sociale, ils se tournent plutôt vers l'État. Le département, lui, a une dépense contrainte qui file avec sa dynamique propre, et il a une fiscalité qui n'a rien à voir avec la dépense. Taxe foncière, droit de mutation. Et donc, on fait des péréquations en permanence. Ça, ce n'est pas de la décentralisation.
c'est, ou en tout cas pas la décentralisation au sens où vous l'entendez, vous l'appelez, c'est du transfert de compétences, et on a pris les départements comme des opérateurs de l'État. Mais pour moi, ce n'est pas la même chose qu'une décentralisation où il y a un pouvoir politique qui donc décide et va de manière régulière devant le citoyen pour dire « voilà, sur ce sujet, ma responsabilité est celle-ci, ma politique sera celle-ci ». Personne ne va voter pour son département pour changer de politique sociale. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, les gens, ils ont bien compris qu'ils votaient au département pour leur collège, ils ont bien compris qu'ils votent, ils pensent qu'ils votent pour beaucoup de sujets d'aménagement auxquels le département peut peu de choses, parce qu'on lui a sans doute insuffisamment transféré. Mais on fera un sondage, je pense que très peu de Français pensent qu'ils votent pour le RSA ou la politique de handicap ou les politiques de solidarité quand ils votent au cantonal. Donc, on a créé autour de la notion de décentralisation une série d'ambiguïtés et qui accompagne un peu le malheur français. Parce que nous n'avons pas mis les compétences avec la responsabilité et la légitimité démocratique. Et quand on fait ça, ça ne va pas. Et moi, m'étant nourri de nos échanges, parce que, à travers vos visages, j'inclus tous vos collègues que j'ai vus dans tout le territoire, c'est aussi ça que je vois dans le malaise des maires. Beaucoup de maires m'ont dit « moi j'ai été élu en 2014, on m'a sabré les moyens et les compétences. Je m'étais engagé sur des trucs, on les a filés à l'intercommunalité sans me demander quoi. » On a créé un divorce démocratique. Je me suis engagé devant des gens, il y a un malentendu, ils me demandent quelque chose, je ne peux plus le faire. Je ne suis plus compétent. Mais au niveau de nos collectivités, nous avons le même problème. Il y a un décalage aujourd'hui démocratique parce qu'on a transféré des compétences, les financements ne sont pas cohérents avec ces compétences et nous n'avons pas toujours transféré les responsabilités qui vont avec. Et ça a nourri quelle situation? Une frustration de beaucoup de collectivités et d'élus qui veulent faire et qui disent « je voudrais bien mais je peux point ». Parce qu'on me bloque de partout, c'est trop compliqué, puis il y a des partages, tout ça, la cote est mal taillée. Et ça a nourri, ces derniers temps, un sentiment qui est dangereux pour nous tous, anti-État. Moi, je l'ai beaucoup entendu, et beaucoup de la part de beaucoup d'associations d'élus. Pas locales, mais au niveau national, il y a un débat de sourds qui s'est installé ces dernières années, qui est délétère. Je le dis souvent, on a d'abord confondu l'État et le gouvernement. On peut ne pas aimer le gouvernement parce que, et la majorité qui le soutient, c'est la vie démocratique. Mais l'État, il est servi sur le territoire par des gens qui ne sont pas ici pour des raisons politiques, et le président de la République n'est pas au service, lui, d'une majorité. Et l'État, vous le servez tous, d'ailleurs, par vos compétences aussi qui sont les vôtres. Et on a dit, l'État est notre problème, je dirais essentiellement celui que nous servons, tous et toutes. Mais on s'est retourné vers l'État parce que l'État a gardé toutes les responsabilités. Parce que quand il y a un problème sur une compétence, même quand elle est décentralisée, on dit « j'ai pas tout », puis « j'ai pas vraiment la responsabilité, donc c'est l'État ». Mais ça ne va pas. Je veux dire, on ne peut pas avoir des situations où quand il y a un accident industriel et économique dans une région, c'est forcément l'État le responsable. Quand il y a un problème sur l'enfance maltraitée qui est une compétence départementale, c'est l'État qui est le responsable. C'est la situation dans laquelle nous sommes collectivement. Et donc c'est une situation, en quelque sorte, où on demanderait toujours plus de compétences au plus près du territoire et où on voudrait que la responsabilité finale soit toujours, au fond, une personne, elle est devant vous. Non pas que je ne suis pas prêt à prendre mes responsabilités, mais nous devons les partager. Et donc ce temps de décentralisation qui est devant nous doit être un temps de clarification, mais de clarification des compétences, des responsabilités et des financements. Ce qui veut dire que nous devons nous poser la question de savoir à quelle élection les gens votent pourquoi. Moi, je vais vous dire, je vous livre là quelques convictions, mais j'attends la restitution complète des débats dans quelques jours et j'aurai à me prononcer de manière finale. Quand les gens votent pour le président de la République, je me suis forgé une idée qu'ils pouvaient attendre, ils n'attendent pas les transports de proximité, la possibilité d'avoir le logement pour soi-même ou le cousin ou la cousine, les solutions de proximité, ça n'est pas vrai. Par contre, ça n'est pas vrai que quand ils votent pour le département ou la région, ils attendent qu'on règle le chômage ou la politique sociale. Et sur beaucoup de nos débats, on s'est mis en travers de ça. On veut des compétences locales qui ne correspondent pas aux responsabilités démocratiques et aux attentes de nos concitoyens. Et donc nous devons avoir en effet un temps de décentralisation, parce que je pense qu'il faut une dévolution des pouvoirs
au plus près du terrain sur beaucoup de sujets, mais il faut trouver les bons. Mais cette décentralisation, je veux simplement vous livrer une conviction, Monsieur le Président, sur ce point, elle ira avec moi, avec des responsabilités transférées. C'est-à-dire c'est des compétences complètes et la responsabilité, y compris démocratique, qui va avec. Et des dirigeants nationaux qui diront « ça, c'est plus moi qui m'en occupe ». Parce que c'est aussi comme ça qu'on fera les vraies économies. Si tout le monde s'occupe un peu de tout, il n'y a plus personne de responsable. Et donc, les compétences avec les responsabilités, une clarté démocratique et des financements qui sont cohérents. On a une compétence, on doit avoir un financement qui a la même dynamique que cette compétence. Et pas des financements qui n'ont rien à voir. Et donc c'est sur cette voie-là que moi je suis prêt à m'engager, parce que je pense que ça réduira un peu de notre malheur collectif. Mais je voulais en tout cas vous dire plus largement ce que je sentais profondément derrière beaucoup des faux débats ou des débats parfois décalés que nous avons sur ces sujets. Ensuite, vous m'avez interrogé sur donc la cohésion territoriale, et j'ai pris note de beaucoup de vos propositions. Et je trouve qu'il y avait beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Je veux revenir sur à la fois les questions que j'ai eues ou les interpellations qui ont été les vôtres. D'abord, c'est Monsieur le ministre Méhaignerie qui m'a interpellé sur deux sujets, la taxe d'habitation et les métiers. Sur la taxe d'habitation, et vous êtes revenu à plusieurs reprises sur ce sujet, je vais peut-être expliquer pourquoi on fait ça et comment. La taxe d'habitation, alors vous avez cité, mais chacun sait que votre commune est vertueuse en emploi, en finances publiques et autres, et vous l'avez comparée avec la métropole de Rennes. Je vous invite à regarder d'ailleurs ce que le CGET, enfin le Commissariat général à l'égalité des territoires, a publié, et ce qu'on voit sur la France entière. Il ne serait pas vrai de dire que la taxe d'habitation est en moyenne plus élevée dans les métropoles. La taxe d'habitation, elle est généralement la plus élevée dans les villes moyennes et les villes qui ont les charges de centralité. Quand on est dans le très rural, on peut la maintenir faible. Quand on est en métropole, on a généralement réussi à la maintenir assez faible, voire à la baisser, parce qu'on a d'autres ressources, parce qu'on a de la vitalité économique, démocratique, et qu'on arrive à justement diversifier les choses. Là où on est bloqué, on a dû la monter ces dernières années, c'est la ville moyenne qui se bat, qui veut maintenir ses infrastructures, qui parfois d'ailleurs a des habitants nouveaux et ayant des habitants nouveaux doit ouvrir une nouvelle école ou des infrastructures demandées, et qui a les charges de centralité dans l'interco. Et donc, la taxe d'habitation, elle est complètement dans cette France des villes moyennes. Mais il n'y a pas d'avantage comparatif par rapport à la métropole sur la taxe d'habitation, ça n'est pas vérifié nationalement, et donc il n'y aurait pas un avantage indu. C'est plutôt une taxe qui est des centres, si je puis dire, centres d'intercommunalité. La deuxième chose, c'est que c'est une taxe très injuste. Et là-dessus, je veux rassurer maire de Brest. Moi, je partage son point sur l'idée de dire que l'impôt il doit y avoir un lien de fiscalité entre chaque niveau de collectivité et ses habitants. Je partage ça parce que ça va avec cette responsabilité citoyenne que j'évoquais, qui est au moment de l'élection, mais qui doit aller avec une dynamique d'impôt. Simplement, ne me présentez pas la taxe d'habitation comme étant la réponse. Je suis sûr qu'à Brest, il y a plus de 50% des gens qui ne la payent pas. Ça doit être à peu près les chiffres. Et on est en France sur ces critères, et plus on a une ville d'ailleurs qui est modeste, plus on a des gens où la taxe d'habitation, elle est payée par l'État depuis des années. Donc il y a une irresponsabilité. Les gens, c'est très bien que ça a été une politique sociale, mais c'est pas vrai que ce soit encore le lien avec la commune, la taxe d'habitation. C'est pas vrai. C'est plus vrai. La deuxième chose, c'est que c'est devenu l'archétype de l'impôt anti-classe moyenne. Quand on est très modeste, on ne le paie pas. Quand on est fortuné, on le paie au prorata des mètres carrés qu'on occupe. Et à un moment, on a des limites physiques. Par contre, c'est un impôt qui est aveugle sur vos capacités contributives quand vous êtes une classe moyenne. Vous touchez 1,5 SMIC, 4 SMIC, si vous habitez le même appartement, vous avez payé la même taxe d'habitation. Et donc, ça n'est pas juste aussi sur le plan de la contributivité. Donc, je pense qu'il était bon de le supprimer, mais il ne sera pas remplacé par un impôt supplémentaire. C'est une suppression complète qui est financée par les économies et qui est dans la trajectoire des finances publiques. C'est là-dessus que le gouvernement, conformément aux engagements que j'avais pris devant les Français, a décidé de concentrer, parmi quelques autres, son effort de baisse de fiscalité. Donc on ne va pas recréer un impôt pour compenser ça. Par contre, il faut dans la répartition des fiscalités ou des parts de fiscalité pouvoir le compenser pour qu'il y ait ce lien entre une commune et les habitants, mais sans qu'il y ait un centime de plus de charges fiscales pour les habitants.
Et donc, il y a plusieurs options. Soit transférer le foncier du département à la commune et trouver une recette fiscale qui soit une recette aujourd'hui de l'État, qu'on pourrait transférer au département et qui correspondrait plus à la dynamique de ses dépenses, soit avoir un morceau d'impôt national qu'on transférerait à la commune. On peut imaginer des formules comme ça. C'est un peu ce que j'attends en termes de contribution de la part justement des associations d'élus pour qu'elles nous proposent une solution viable qui corresponde, je crois, à ce qui est ce principe de responsabilité que j'évoquais. Mais je veux vous rassurer sur le fait qu'en tout cas, il n'y aura pas ce désavantage que vous évoquiez. Deuxième élément sur lequel vous m'avez interrogé, en quelque sorte, beaucoup de nos concitoyens qui ne veulent pas voir leurs enfants aller vers les métiers de la main, comme on le dit souvent, et les filières d'apprentissage ou autres. D'abord, je pense que nous avons dans le discours quelque chose à changer. On a commencé à le faire et le marteler. Une réforme a été portée par le gouvernement et le Parlement en septembre dernier, qui a permis de moderniser, de changer profondément le fonctionnement de l'apprentissage et de l'alternance, en remettant les branches professionnelles et les métiers au cœur de l'organisation de celle-ci. Et le discours ambiant change. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Ces métiers, que ce soit des métiers industriels, des métiers d'artisanat ou autres, ce sont des métiers d'avenir où il y a de l'emploi et où on gagne, d'ailleurs quand on regarde les choses, plutôt bien sa vie. Et donc il faut sortir de cette conception française où, en quelque sorte, point d'issue ou point de salut hors de l'université ou de filières qui seraient académiques, parce que c'était la représentation collective qu'on avait. Donc il faut les valoriser. C'est en train de changer, je vais vous livrer un chiffre. Il y a eu à la rentrée dernière 40% d'augmentation d'inscription en sortie de troisième vers les filières technologiques et d'apprentissage. Donc quelque chose est quand même en train de se passer, parce qu'on en parle, parce qu'on le porte, parce qu'ils vous entendent aussi en parler sur le territoire. Maintenant, je vous rejoins totalement, et c'est ce qu'on est en train de faire. Développer les IUT, l'alternance et l'apprentissage en université. Pourquoi ? Parce que les parents, ils veulent que leurs enfants fassent ce que le patron dans l'usine ou au bureau a fait. Pourquoi en Allemagne ça marche si bien l'apprentissage ? Vous êtes dans une entreprise, le patron il a été apprenti. En France, le patron il a fait école de commerce ou école d'ingénieur. Non mais on a tous il y a un bon sens, c'est comme ça que ça se passe. Et donc on dit si le gamin va faire une filière d'apprentissage, c'est qu'il n'est pas bon et il n'y arrivera pas, ce qui est faux. Et donc plus on va développer ces filières avec de l'apprentissage et de l'alternance au niveau du supérieur, comme vous le proposez en université, ce qu'on est en train de faire et ce qui a commencé à cette rentrée, valorisant pour les métiers de l'alternance et de l'apprentissage. Et c'est au cœur de la bataille qu'on est en train de mener, parce que c'est aussi celle qui permet de ramener beaucoup de nos concitoyens vers les métiers où il y a un besoin, une demande d'emploi et une valorisation de ceci. Donc je partage totalement votre conviction sur ce point.